Bienvenue à tous à cette Urba Session. Les Urba Sessions, donc, comme vous le savez, sont co-organisées par le CAE d'Ardèche, par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche avec l'appui de la DDT de l'Ardèche. Le programme est élaboré par le réseau des acteurs de l'urbanisme qui réunit des collectivités, des techniciens des collectivités qui travaillent sur la question d'aménagement et d'urbanisme. Donc, la session d'aujourd'hui est consacrée à l'habitat léger. Pour introduire plus en détail ce webinaire qui va durer jusqu'à 19 h à peu près, on va essayer de tenir le timing. On est confronté à de nombreuses demandes d'installation d'habitat léger. On ne sait pas toujours comment s'y prendre, on ne sait pas toujours ce qui est autorisé ou pas. On ne sait pas toujours aussi comment, au niveau de l'impact environnemental, paysager, social, des projets d'habitat léger peuvent avoir un impact. Donc, pour répondre à pas mal de nos interrogations, on a deux intervenants ce soir. Florian Ferjou, qui est avocat, qui fera une entrée juridique sur ce qu'est l'habitat léger, ce que sont les régimes juridiques qui peuvent être mis en place. Et puis, on aura Angéline Broust, qui est membre de l'association Hameau Léger, et qui interviendra sur la manière de mettre en œuvre un projet d'habitat léger en créant une dynamique entre habitants d'une commune, d'un territoire, et puis les porteurs de projets d'habitat léger. Voilà, donc chaque intervenant va prendre entre 20 et 30 minutes et on laissera 15 minutes derrière de questions-réponses. Je pense avoir dit l'essentiel. Donc, je vous laisse la parole, Florian Ferjou, et j'arrête le partage de mon écran et je vous laisse partager votre écran. Merci pour cette invitation, Monsieur Damour. Quelques mots, oui, Florian Ferjou, je suis avocat au cabinet Gosselin Avocat. On fait au quotidien du droit de l'environnement et de l'urbanisme et on a déjà pu avoir l'occasion de s'exprimer sur l'habitat léger, cette nouvelle dynamique dans les territoires. Quelques mots généraux, alors je vous mets tout de suite un peu les sujets qu'on va aborder dans la demi-heure qui suit d'un point de vue juridique. Mais quelques mots d'introduction, ça a été dit déjà. On voit que l'habitat léger, c'est une dynamique aujourd'hui qu'on retrouve dans les territoires et dans certains territoires qui sont souvent ruraux, qui font souvent l'objet d'une protection paysagère, patrimoniale, environnementale. C'est le cas des territoires où il y a de la ruralité, où il y a des PNR, et c'est le cas forcément d'un territoire comme les territoires qui sont ceux de l'Ardèche, notamment. Malgré tout, on a cette tendance-là qui a souvent une motivation environnementale, écologique de l'habitat léger. Il y a des enjeux effectivement très intéressants en termes de lutte contre l'artificialisation des sols, en tant que lutte contre la bétonisation des espaces. On a aussi des enjeux positifs sur l'impact paysager. Voilà. Il y a des choses que peuvent apporter l'habitat léger qui sont très intéressantes d'un point de vue environnemental. Toutefois, et c'est la contrepartie, on a une recherche d'habitat léger qui va potentiellement se faire souvent, et c'est ce qui est recherché en dehors des espaces urbanisés. Et on sait très bien que dans cette situation-là, on va potentiellement se retrouver dans des notions de mitage du territoire et avec potentiellement ensuite, les années passant, le phénomène qu'on peut appeler de tache d'huile, c'est-à-dire qu'au début, on a une ou deux habitations qui imitent le paysage, donc qui sont très isolées des autres habitations de la commune. Et puis, petit à petit, il y aura peut-être d'autres habitations qui vont se former et finalement, on va avoir un îlot d'urbanisation qui va progressivement s'étendre. Et finalement, on aura un objectif qui n'est certainement pas celui des habitants initiaux qui initient ce type et cette forme d'habitat. Donc, on a un vrai enjeu, on est un peu entre les deux, on a un vrai enjeu environnemental et écologique pour cette forme d'habitat et à la fois, ça pose des questions d'aménagement et aussi d'environnement. On peut aussi se poser des questions en termes d'incendie, de sécurité et de toutes ces règles-là que l'habitat léger peut mettre en danger, en tout cas sur le territoire sur lequel il est implanté. Autre remarque générale, on a effectivement beaucoup de formes d'habitat léger que les collectivités et que les acteurs locaux peuvent faire face, parce qu'on a des initiatives très individuelles où on a une ou deux personnes qui veulent s'isoler de manière vraiment individuelle, leur habitat léger dans un endroit particulier.
c'est une forme particulière. Et on a des formes aussi plus collectives, où cette fois-ci, on va avoir plusieurs personnes qui veulent se regrouper, créer une sorte de hameau d'habitat léger coordonné. On a ces démarches-là, cette diversité-là, et on va le voir dans la présentation qui va être faite, que les pouvoirs publics sont plus ou moins réceptifs selon le type d'habitat, cette forme d'habitat léger qui est proposée. On a aussi des enjeux locaux forcément très forts, ça crée des tensions avec des personnes qui veulent venir s'installer quelque part, forcément dans une logique de flexibilité et souvent ne connaissant pas forcément les règles d'urbanisme qui s'y appliquent. On va le voir, très souvent ces habitats légers doivent à minima être soumis à des règles minimales du code de l'urbanisme, et on voit que certaines d'entre elles peuvent faire obstacle à leur légalité. Et ce n'est pas forcément pris en compte par l'intention initiale de ces personnes-là, qui estiment qu'au regard de la forme de l'habitat qui est proposé, on ne devrait pas, ou le projet ne devrait pas être soumis aux règles du code de l'urbanisme, alors que c'est effectivement le cas. Donc on a cette logique-là de tensions locales qui peuvent émerger. On a des maires qui peuvent vraiment s'opposer à ces formes d'habitat léger. Ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller sur des PV de constat d'infraction et après devant le juge pénal avec des prononciations de démolition de l'habitat léger si l'illégalité de l'habitat léger est démontrée. On peut avoir une autre dimension, c'est-à-dire une collectivité locale qui est pour, mais dans ces cas-là, il faut faire attention parce que même si on veut délivrer une décision, malgré tout, il faut avoir un souci de légalité parce qu'on sait très bien que si on délivre une autorisation d'une habitation qui après, par exemple, suscite un incendie et crée un incendie de forêt assez important et des dommages, la responsabilité peut être aussi celle de la collectivité, surtout si l'autorisation initiale est illégale. Donc voilà, il y a ces enjeux-là locaux qui sont forcément très importants par rapport à ces dynamiques-là. Au-delà de ces éléments d'introduction, je vais essayer de rapidement vous présenter un peu ce cadre juridique-là. En présentant le premier point, c'est les définitions juridiques. On part des définitions pour aller vers le cadre juridique des formes d'habitat léger. Je me concentrerai sur deux formes qui sont les plus, on va dire, je pense, les plus demandées par les personnes qui souhaitent faire cette forme d'habitat léger. L'une, celles qui sont démontables et pour un habitat permanent, et les autres, c'est l'habitat léger de loisirs, en laissant un peu plus de côté les caravanes et les résidences mobiles. Et enfin, au final, je voudrais quelques réflexions sur la notion d'habitat léger et l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. C'est un sujet qui va venir de plus en plus dans la planification urbaine pour les acteurs locaux, pour les collectivités. Et c'est l'occasion, je trouve, aujourd'hui de voir peut-être quelques réflexions vis-à-vis de l'habitat léger. Je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui de répondre à toutes les questions que pose l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Il y en aura beaucoup de ces questions-là. Les réponses vont vous dire petit à petit, mais c'est juste pour se le mettre dans un coin de la tête. L'habitat léger peut être à la fois une solution, mais il faut voir un peu comment ça peut s'imbriquer aussi dans l'artificialisation nette des sols. Allez, j'enchaîne un peu, sachant qu'il y a quand même des diapos à aller voir. D'abord sur les définitions, c'est important d'un point de vue juridique de travailler sur les définitions et on va voir que lorsque l'on respecte une définition, on rentre dans un cadre juridique qui va peut-être potentiellement nous donner des possibilités ou alors des contraintes pour pouvoir implanter et réglementer ou accorder une autorisation par rapport à une certaine forme d'habitat léger. Donc, je vous ai mis les 4 points. Je passe tout de suite au texte pour être un peu plus précis. Donc, on a 4 grandes formes d'habitat léger dans le code de l'urbanisme. La première, ça rejoint les mobilhomes qui ont toujours leur mode de déplacement ou les roulottes, par exemple. On est sur des résidences mobiles de loisirs. Donc, c'est des éléments qui peuvent se mouvoir, donc qui ont des roues, mais qui ne sont pas autorisés sur la voie routière. Donc, c'est les mobilhomes qu'on met sur les camions le temps qu'ils soient transportés, mais ensuite, lorsqu'ils sont sur une aire par exemple une aire de loisirs, ils peuvent se déplacer via leurs roues. C'est à distinguer des caravanes qui, elles, peuvent aller sur les routes, être transportées sur les routes. Elles ont une mobilité, elles ont aussi une destination d'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Donc, à distinguer entre les deux. Les deux autres formes d'habitat léger qui vont plus nous occuper, c'est l'habitat léger de loisirs
définie aussi au Code de l'urbanisme. L'habitation légère de loisirs, ce sont les constructions démontables ou transportables destinées à un usage temporaire ou saisonnier, à l'usage de loisirs. Elles se distinguent des habitats mobiles pardon, juste parce qu'on leur a enlevé leur mobilité, c'est-à-dire les roues qui leur permettent de se mouvoir. Ça peut très bien être un mobil-home finalement auquel on a enlevé les roues pour se déplacer. Et la dernière définition, peut-être la plus importante, notamment parce qu'elle a fait l'objet d'une codification au moment de la loi Allure en 2014 et elle participe à la prise en compte dans le Code de l'environnement de la forme de l'habitat léger et de ses modalités pour pouvoir l'encadrer et pour pouvoir l'autoriser. Excusez-moi, c'est moi qui vais perdre ma voix finalement. Dans un cadre réglementaire. Donc, le Code de l'urbanisme a défini les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Je vous ai remis le texte parce que c'est toujours mieux. On a plusieurs critères. Elles doivent être démontables. Les personnes doivent y résider au moins 8 mois au cours de l'année. Ce n'est pas du tout là, une vocation de loisir, c'est vraiment une vocation d'y habiter. Elles peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics, eau, électricité, assainissement. Et elles ont des équipements à l'extérieur ou à l'intérieur, donc des équipements sanitaires ou des cuisines, par exemple. C'est comme ça qu'elles se définissent. La définition est très importante parce qu'on va le voir. Je passe tout de suite à la diapo qui suit. Alors, c'est la complexité, donc on verra, je reste sur cette définition-là. On va avoir un régime juridique spécifique à ces résidences démontables qui sont en fait venues au fur et à mesure des réglementations pour faciliter, en tout cas pour permettre leur implantation sur les territoires, dans des conditions, mais on a des possibilités qui sont établies. L'enjeu juridique, quand on fait une définition, quand on crée un régime juridique et quand on encadre, ce n'est pas forcément venir limiter l'habitat léger, c'est au contraire le rendre possible d'une part et l'encadrer d'autre part. Donc à partir du moment où on a une définition, où on va avoir des règles juridiques qui vont s'appliquer, finalement, c'est déjà le début que l'on va pouvoir légalement mettre en place un habitat léger à l'intérieur de nos territoires. Donc là, je vous ai présenté quand même de manière très synthétique les différentes définitions. Chaque définition a un régime juridique qui lui est propre, en fonction des critères qui sont respectés. Juste, je vous ai donné quelques illustrations quand même que les choses ne sont pas forcément si simples quand on est confronté sur le terrain à ces différentes formes d'habitat léger. Excusez-moi. Et on voit que finalement, on ne peut pas avoir un type d'habitat léger qui va rentrer dans telle définition. Parce que, par exemple, une caravane qui est posée sur le sol, à laquelle on a enlevé les roues, ne répond pas à la définition de caravane, mais devient un peu un habitat léger de loisirs, c'est-à-dire un habitat démontable qui a perdu sa mobilité. La même chose pour les tiny houses, ça dépendra aussi de ses caractéristiques physiques. Si elle a toujours ses moyens de mobilité ou si elle ne les a plus. Si sa vocation est de loisir ou si sa vocation est l'habitat permanent de son résident. On a la même chose pour les yurts et les tipis. Ils peuvent être considérés comme des tentes, mais dès qu'on va leur mettre un élément, on va dire un cabinet de toilette, une cuisine, d'un seul coup, ils vont perdre leur qualification de tente et ils vont devenir soit un habitat léger de loisir, si c'est pour du loisir, soit un habitat permanent s'ils répondent aux définitions du Code de l'urbanisme. C'est connecté, Aurélien ? C'est des illustrations. C'est pour vous montrer qu'on ne peut pas tout de suite, vis-à-vis d'une forme d'habitat léger, lui adosser une définition juridique. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut examiner selon les intentions des personnes qui le développent. Cette fois, j'en viens un peu aux règles d'implantation des résidences démontables d'habitat permanent. Donc, c'est cette nouvelle forme d'habitat qui a été introduite dans le Code de l'urbanisme. Et cette nouvelle forme où là, on a vraiment un habitat durable, permanent de la personne, on a des règles spécifiques d'implantation. Malgré tout, l'idée demeure que l'on est soumis au Code de l'urbanisme. Donc, je vous ai fait un rappel surtout sur les règles d'implantation, puisque, en guise d'introduction, je vous l'ai dit, un des principaux sujets de l'égalité vis-à-vis de l'habitat léger, c'est sur les règles d'implantation. Parce que, de manière générale, quand on fait une construction, on la fait dans le prolongement des constructions existantes.
on ne la fait pas dans les zones non urbanisées. Et finalement, cette règle, même si on est face à un habitat léger, eh bien, elle s'applique à l'habitat léger. Donc, on voit qu'on a une application du droit commun à ces résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Donc, on a une constructibilité de l'habitat permanent dans les zones dites urbanisées, c'est-à-dire soit on est dans le prolongement quand on est soumis au règlement national de l'urbanisme, soit on est dans les zones U ou AU des documents d'urbanisme. Donc là, finalement, on va tomber dans les règles comme si on construisait une maison classique pour la forme d'habitat léger. Ce n'est pas forcément ce qui est recherché, évidemment, par les porteurs de projets. Malgré tout, quand on va être en dehors de ces zones-là, on a un principe de non-constructibilité qui va s'appliquer comme à toutes les formes d'habitation. Donc ça, c'est vraiment le point de départ qu'il faut avoir en tête. La logique, c'est non-constructibilité en dehors des zones urbanisées des communes, qu'il y ait une planification urbaine ou non. Il y a des possibilités d'exemption, des possibilités qui sont générales, c'est-à-dire pour tout type de projet. Typiquement, en zone non urbanisée, lorsque l'on va démontrer une nécessité agricole, typiquement un agriculteur qui fait de l'élevage, il va pouvoir démontrer que habiter près de son exploitation ou près de son cheptel est nécessaire à son exploitation agricole. Là, on va avoir des possibilités. L'habitat léger peut rentrer dans cette possibilité-là. Et on a des possibilités sous le règlement national de l'urbanisme, lorsque le conseil municipal délibère qu'il y a une baisse de la population locale et que la CDPNAV, donc la Commission départementale des paysages naturels et de la gestion des sites naturels agricoles et forestiers, donne son accord favorable. Mais ça, c'est des dispositions qui s'appliquent à toutes les constructions. La deuxième possibilité, elle est beaucoup plus majeure pour les résidences démontables, c'est que la loi, le Code de l'urbanisme, a créé une possibilité de créer des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, ce sont les fameux STECAL dans la planification urbaine, qui sont spécifiquement dédiés aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que le Code de l'urbanisme permet aux planificateurs de créer une zone qui va pouvoir, en dehors donc, des zones urbanisées, dans les zones sous-zonage N, sous-zonage A, avec des justifications, une zone où on va pouvoir avoir de l'habitat permanent. Oui. Il y avait une question sur le chat de Robin Touilleux. Du coup, peut-être qu'il vaut mieux qu'il pose directement sa question, parce qu'il y avait notamment par rapport à la baisse de la population, et est-ce que ça peut répondre notamment pour absorber une forte demande d'habitation. Mais si Robin Touilleux peut ouvrir son micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, parfait. Bonjour, oui, donc si je le formule, c'est savoir si par exemple chez nous à Saint-Laurent-du-Pape, il y a pas mal de gens qui aimeraient venir habiter, le logement est un peu difficile d'accès. Est-ce que ça peut, comme ça peut absorber une baisse, est-ce que ça peut aussi absorber une hausse de la demande, quoi? Alors, les dispositions là, mises en avant sont des dispositions classiques. Ça ne concerne pas que l'habitat léger, ça concerne finalement toutes les possibilités de construction en dehors des espaces urbanisés des communes soumises à réglementation nationale de l'urbanisme. S'il y a planification, ces dispositions ne sont pas applicables. Là, on ne peut avoir une délibération légale du conseil municipal pour entrer dans cette exception que si l'on démontre que la population de la commune est en baisse. Ce n'est pas pour répondre à une demande de vouloir habiter dans une commune, c'est vraiment s'il y a une population qui est en baisse et il faut démontrer vraiment, c'est au cas par cas, il faut vraiment avoir beaucoup d'éléments concrets pour le démontrer, que si on autorise une habitation, quelle que soit sa nature finalement, que ce soit habitat léger ou même pas, ça va permettre de rehausser la population qui est en baisse de manière structurelle depuis plusieurs années. Si la population n'est pas en baisse, et si c'est seulement pour répondre à une demande, il va falloir trouver d'autres outils de planification pour l'accueil de ces populations et de ces habitations. Y avait-il une autre question? Non, vous pouvez continuer. Donc, j'en viens surtout à cette possibilité de planification. C'est peut-être le message à faire passer d'un point de vue juridique, c'est que le droit, je vais vous mettre le texte juste après, le droit permet vraiment d'aller dans des zones pas forcément urbaines et y mettre de l'habitat léger, permanent et démontable.
mais dans une logique de planification. C'est-à-dire que c'est vraiment le document d'urbanisme qui va d'abord le prévoir et c'est seulement une fois qu'il l'a prévu que l'on va pouvoir monter les projets. Mais sans cette planification, ce sera délicat. Et malgré tout, il y a toute cette complexité qu'il peut y avoir à créer un STECAL, parce qu'on reste dans quelque chose qui est exceptionnel. Malgré tout, le fait de prévoir des zonages, enfin des STECAL spécifiques résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, ça fait vraiment partie des possibilités prévues par le Code de l'urbanisme. Donc déjà, on répond à l'objectif de principe. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte, la valeur agricole du terrain, les contrats paysagers, etc., etc. Mais si c'est bien fait, on peut avoir un outil de planification qui permet d'assurer la légalité des projets habitat léger. Oui. Il y a une demande de précision. Est-ce qu'une caravane qui a conservé son moyen de mobilité, mais qui est à usage d'habitation, est-ce qu'elle rentre, du coup, j'ai plus la fin, est-ce qu'elle rentre dans la catégorie habitat ou loisir? Alors, habitation ou de loisirs, elle pourrait, après, ça dépend vraiment des considérations. D'après si elle a gardé ces éléments de mobilité, elle serait plutôt à minima, donc plutôt définition de caravane classiquement, et peut-être résidence mobile de loisirs. Mais en fait, il faut surtout se poser la question de qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'il y a un enjeu juridique par rapport à cela? Est-ce que si j'applique la réglementation caravane, il y a un enjeu? Mais après, si elle a gardé sa mobilité et qu'en principe, il n'y a qu'une seule définition qui devrait s'appliquer, on est dans une logique de la définition de caravane, plutôt, en priorité. Après, c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut toujours se poser la question de l'objectif quand on cherche de la définition. Mais à première vue, plutôt caravane. Et par contre, si elle perd sa mobilité, elle peut devenir de l'habitat léger de loisir. Par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et il y a une autre personne, alors du coup, je vais en profiter pour demander alors si la réponse, si elle avait besoin d'une autre question. Et il y a Élise aussi qui pose une question. C'est peut-être mieux si elle la pose directement, si elle veut bien. Pour l'heure, c'est bon apparemment. Élise, si vous voulez poser la question directement, sinon j'y vais. Donc, je viens de la voir, j'ai ouvert le chat. Alors, effectivement, d'après les éléments qu'on a, en tout cas les sources juridiques que l'on a, s'il n'y a aucun équipement, la yourte est plutôt considérée comme une tente. Donc là, on va tomber dans le régime qu'on n'a pas exploré des tentes parce que ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Et effectivement, on peut être dans une logique de tente au sein d'un camping. Et si c'est une yourte cuisine, là, on peut… Alors, ce sera une résidence démontable, mais après, ce sera surtout la question à se poser, c'est si elle est de loisirs ou si elle est de l'habitat permanent. C'est ça là-dessus qu'il faudra regarder. En principe, si elle est juste à côté, ce serait plutôt, que si je comprends qu'on est dans un camping, par exemple, on est plutôt dans une logique de loisirs. Donc là, on serait plutôt dans un habitat léger de loisirs. Donc, on va rentrer, va falloir respecter la réglementation des aménagements à l'intérieur des aires de loisirs qui est assez balisé par rapport à ça. Espérons répondre à la question. J'essaye d'avancer parce que le temps passe très très vite. J'espère être suffisamment clair sur les outils. Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est qu'on a quand même cette possibilité-là de planification urbaine pour permettre la construction d'habitats démontables, permanents, en dehors des zones urbanisées, mais c'est toujours avec le concours de la collectivité que ça peut se faire. Ça ne peut pas se faire uniquement via une autorisation d'urbanisme. Autre spécificité, autre intérêt du Code de l'urbanisme et qui permet de faciliter et de prendre en compte les spécificités des résidences démontables d'habitat permanent, c'est la logique et les contraintes vis-à-vis des réseaux publics. Selon le droit commun, quand on fait une habitation, et c'est un enjeu lorsque l'on veut construire une habitation en dehors des zones urbanisées, il y a un enjeu réseau public et en principe, on doit à minima être accordé à l'eau potable. Ça fait partie des enjeux sanitaires et de sécurité liés à une telle habitation. Toutefois, évidemment, pour un habitat léger, ça se pose la question des réseaux. Et pour répondre à cet enjeu-là, le Code de l'urbanisme a prévu une dérogation de l'application des règles libre raccordement des habitations de ces formes d'habitat au réseau public pour prendre en compte leur volonté d'autonomie et pour en fait chercher, dans certaines conditions, à ce que les dispositions réseau public que l'on peut trouver dans le Code de l'urbanisme ou dans les PLU ne s'opposent pas
aux demandes d'autorisation qui en est faite. En contrepartie, il faut absolument que dans le dossier, il y ait une déclaration solide qui montre qu'il n'y a aucun enjeu sanitaire et que les dispositions de sécurité vis-à-vis de l'assainissement, des incendies, est bien prise en compte par le projet. C'est un élément essentiel. Il peut effectivement y avoir pour l'habitat léger, on va dire, qui est déconnecté d'une zone urbanisée, des enjeux relatifs à l'incendie, surtout si on est dans un espace naturel, des enjeux aussi relatifs à l'assainissement selon l'implantation, et évidemment l'enjeu l'eau potable pour les habitants. Il ne faut pas que les habitants aient un enjeu sanitaire, une contamination, si leur système d'hygiénisation, par exemple, de l'eau de pluie, venait à poser un problème, parce que c'est aussi de la responsabilité de la personne publique de s'assurer de ces éléments-là. Donc, il y a cet élément-là qui permet de s'exonérer de l'obligation, mais malgré tout, il faut qu'il y ait une pièce assez forte qui doit être produite dans le dossier. Et puis aussi, évidemment, si on est dans une logique de planification urbaine et qu'on est dans une zone, par exemple, soit dans une zone urbanisée d'un PLU, soit dans un STECAL, eh bien, regardez les dispositions qui sont prévues, parce qu'une collectivité peut aussi prévoir des dispositions spécifiques sur les réseaux à ces résidences démontables à l'intérieur des STECAL et à l'intérieur des zones urbanisées, si c'est le cas. Et l'on voit d'ailleurs, lorsque l'on applique les dispositions sur les réseaux, que finalement, et c'est souvent le cas, on peut se poser la question, par exemple, est-ce que c'est plus facile d'aller sur une zone urbanisée quand on a un habitat léger ? Pas forcément, parce que la logique d'un PLU qui n'a jamais réfléchi sur son territoire à de l'habitat léger va avoir les dispositions classiques, vous savez, il faut que ce soit raccordé, même sur des dispositions, par exemple sur la toiture, il faut qu'il y ait un toit avec une pente de tel degré. Tout ça, ça peut être des freins relatifs à l'habitat léger permanent, même dans une zone urbanisée. Donc la logique, même si on n'a pas de STECAL et même si on veut être dans une zone urbanisée, la logique est toujours d'essayer d'avoir un dialogue avec la collectivité et que la collectivité ait prévu dans son PLU l'habitat permanent pour finalement le permettre d'un point de vue réglementaire, parce que sinon il y aura toujours des petits blocages qui vont apparaître. Pour les autres aspects, donc cette fois-ci, que ce soit implantation, STECAL s'il y en a ou s'il n'y en a pas, et réseau public, on tombe sur l'application classique du droit de l'urbanisme. Et c'est ce que je vous disais, hein, si un PLU est très rigoureux sur la toiture, par exemple, ça peut poser des problèmes à ces formes d'habitat léger qui présentent une certaine forme de liberté et souvent d'innovation sur les formes d'habitat qui peuvent présenter d'un point de vue architectural aussi. Donc ça, c'était les textes, mais il n'y a pas d'éléments. On en viendra pour le régime juridique, mais je crois qu'il y a des questions. Il y a une question de Pascal Waldschmidt. Vous Oui. pouvez y aller. Oui, je trouve que le code de l'urbanisme sur la question des STECAL est d'un flou un peu effrayant, parce que secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, on ne sait pas quelle est la limite. Donc on peut tout interpréter. Et puis il y a aussi le caractère exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Est-ce que ça veut dire que c'est un par commune ou un par communauté de communes ou un par département? Enfin bon, alors ma question c'est, est-ce qu'il y a déjà de la jurisprudence là-dessus? Alors sur les STECAL habitat léger, à ma connaissance, non. Mais ce qu'on voit sur les STECAL, c'est qu'on a un contrôle du juge qui est assez rigoureux. Et vous avez raison, le texte le met en avant, on l'avait mis en évidence aussi. On est sur une notion d'éléments, de planification exceptionnelle. L'intérêt pour l'habitat léger, c'est qu'il fait partie de la liste express des motifs qui permettent de créer un STECAL. Mais c'est ce que je vous disais, ça ne peut pas être fait n'importe comment, il ne peut pas y en avoir 10 par commune. Alors après, le code, il ne fixe pas un nombre de STECAL ni par commune, ni par communauté de commune, ni par SCOT. On peut imaginer des STECAL, si c'est vraiment très circonstancié, on peut en imaginer plusieurs. Et les STECAL peuvent avoir des formes différentes aussi, des objets différents, les STECAL, pas que forcément pour l'habitat léger. Mais tout ça, c'est effectivement à travailler avec beaucoup de vigilance, mais ce n'est pas non plus, ça ne doit pas être une contrainte absolue. Il faut regarder la qualité des sols, est-ce qu'il y a une activité agricole là où on va. Forcément, on voit de toute façon assez fortement quand on a une demande d'habitat léger sur un terrain, on voit si le terrain il est
il présente des considérations qui sont, on va dire, favorables à une telle stécale. Ça se voit assez vite, on peut faire des études complémentaires, les stécales nécessitent des études complémentaires. De toute façon, il y a une procédure spécifique par rapport à l'évolution du document d'urbanisme, et tout cela doit concourir aussi à vérifier que le stécal, même si, en tout cas, n'outrepasse pas, ne vient pas contre la logique du texte, et vous avez raison, ça demeure exceptionnel. Ça n'empêche pas les communes d'en faire, hein. Les communes en font, pas forcément pour l'habitat léger. Oui, parce que, bon, compte tenu de la rareté des terrains à bâtir et puis de la tendance aux ZAN, on a de plus en plus de demandes. Moi, je gère donc un PLUI sur 19 communes. Est-ce que si on fait un stécal par commune, on reste dans l'exceptionnel? Bon, sachant que oui, on a des demandes et qu'à chaque fois, on va étudier. Bon, il y a la loi montagne, il y a l'incendie, enfin, il y a tout un tas de contraintes, l'accès aux pompiers. Donc ça, c'est déjà une chose, c'est déjà réducteur. Mais on sait qu'on va avoir de plus en plus de demandes parce qu'on a aussi, on est dans une région où il n'y a pas de logement locatif, il n'y a pas de marché du locatif privé, ou très peu, à cause du tourisme. Et on a une forte demande de gens qui viennent habiter là, et souvent des jeunes. Et les jeunes, bah voilà, pour eux, c'est une yourte, une cabane sur un terrain qu'on leur trouve, quoi. Et si on ne peut pas les loger, bah, ils vont se mettre à droite, à gauche, planqués dans des bouts de terrain, et du coup, on ne contrôle plus rien. Donc, c'est pire. Alors, c'est pire, tout à fait. On peut être face à des implantations qui vont être d'une nature illégale vis-à-vis du code de l'urbanisme et qui sont compliquées. C'est vrai que la logique, hein, la volonté, et je pense que l'intérêt de tout le monde, c'est d'avoir une planification. Mais vous avez raison, un stécal par commune, surtout si vous faites toutes les stécales dans une même modification, là, je pense qu'il y aura peut-être des enjeux au niveau étatique qui peuvent bloquer. C'est difficile de dire combien de stécales peuvent être alloués sur un territoire d'une communauté de communes pour ces habitats légers. De toute façon, tout ça, faut être ouvert à la discussion, notamment vis-à-vis de l'État qui va contrôler ça et avancer progressivement. Hein. Mais surtout, je pense qu'il ne faut surtout pas se donner de barrières. Et je pense sincèrement qu'il faut planifier plutôt que d'avoir effectivement ces situations où on est clairement dans l'illégalité et qui créent finalement de la tension sur les territoires qui peuvent être évités en tout cas. Quelques mots, merci en tout cas, c'est une très bonne contribution, monsieur, n'hésitez pas. Quelques mots pour avancer parce que l'heure tourne beaucoup. Sur les différentes autorisations, je ne reviendrai pas forcément parce que c'est très procédural, mais en tout cas, il faut avoir en tête que selon les différents types de projets que l'on fait, le Code de l'urbanisme a prévu différents types d'autorisations, surtout des autorisations, on va dire, liées au terrain et non pas liées à la construction. Et on a cette logique que l'on revoit avec les stécales, on a une vraie logique collective des habitats démontables, puisqu'on voit on a un régime particulier, mais uniquement si l'aménagement porte sur la construction de plusieurs résidences démontables. Et là, on a des facilités avec une déclaration préalable si on a moins de 40 mètres carrés, et un permis d'aménager au-delà par rapport à cela. Et par contre, dès qu'on n'est pas dans ces cas-là, on est dans l'application du droit commun, pour faire simple, et on va retomber sur une déclaration préalable ou un permis de construire selon la superficie de l'habitat léger, surtout s'il est unique à nouveau. On a vraiment cette logique, je pense, qui en ressort assez fortement de la loi et du code de l'urbanisme, que l'habitat léger se conçoit en termes de légalité plus d'un point de vue collectif qu'individuel. En tout cas, c'est vraiment la démarche que je trouve qui ressort du code urbanisme. Je vous ai mis les textes, mais j'avance rapidement parce que le temps tourne aussi. Quelques présentations, mais vous aurez les diapos de toute façon sur le régime juridique de l'habitat léger de loisirs. Pour faire général, sans reprendre toutes les diapos, l'idée, c'est que ces formes d'habitat, donc qui ont une destination de loisirs, légalement, elles doivent être implantées sur les terrains qui ont finalement déjà été autorisés à accueillir des formes d'habitat léger. Donc, ça va être dans les parcs résidentiels, dans les villages de vacances, dans les campings, etc., etc. Et finalement, toutes ces zones ont déjà été autorisées d'un point de vue urbanistique. Donc, finalement, vient se greffer par le dessus l'habitat léger de loisirs. Et il y a forcément des facilités qui sont faites au niveau de l'autorisation, puisqu'on a une absence de formalité jusqu'à 35 mètres carrés lorsqu'elles sont implantées sur cette liste que je viens de vous faire, et une déclaration de préalable si on est au-delà de 35 mètres carrés.
Pour les autres projets, en dehors de ces zones-là, et surtout en dehors de ces zones-là, on retombe sur le droit commun et sur l'application générale du droit de l'urbanisme également. Forcément, un habitat léger loisir qui va être implanté dans un camping, il posera moins de soucis d'un point de vue d'implantation de zones urbaines. Par contre, dès qu'on va être en dehors, une forme d'habitat léger de loisir qu'on va mettre par exemple, dans un champ à côté de son habitation qui a été autorisée régulièrement, là, il peut y avoir un souci sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'implantation, au regard des réseaux, notamment. Mais on a les mêmes problématiques juridiques qui peuvent s'imposer, même si on voit que finalement, l'habitat permanent est bien plus encouragé par le Code de l'urbanisme, qui a plus de facilité de les implanter que les formes d'habitat léger de loisirs. J'accélère sur ma présentation pour ne pas trop déborder pour la suite. Quelques mots maintenant, et je m'excuse pour cette densité, j'essaie de balayer tous les sujets. Sur l'habitat léger et l'objectif de ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Alors ici, je ne vais pas vous dire si l'habitat léger artificialise ou non les sols. La question reste ouverte pour moi pour l'instant. Mais je pense que c'est intéressant de voir un peu, de se poser les questions. En tout cas, à ce stade-là, on est sur une loi nouvelle, la loi climat-résilience du 22 août. Une coquille, c'est 2021 et pas 2022. Et on a des textes d'application qui commencent à être publiés fin du mois dernier. Il y a des textes encore en consultation. L'objectif de zéro artificialisation nette des sols est en train de se calibrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette fois-ci, dans la loi, on a un objectif à 2050 de zéro artificialisation nette des sols et qu'on a un objectif intermédiaire en 2031 de réduction de maximum du rythme de la consommation d'espace naturel par rapport à ce qui a été fait avant. En gros, l'idée, c'est de ne consommer que 50% de ce qui a été consommé entre 2011 et 2021. Je vous ai remis les définitions, mais pour un peu avoir en tête ce que c'est l'artificialisation. Donc, on a une définition très générale, altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol. Donc ça, on a une définition générale. On peut en faire tout et c'est vraiment spécifique par projet. Il y a des projets, on voit très bien que ça va artificialiser. Un parking, une construction, un bâtiment dans le dur, ça va artificialiser. Typiquement, l'habitat léger, surtout s'il est démontable, surtout s'il permet la perméabilité, s'il n'imperméabilise pas le sol, c'est-à-dire que s'il est construit en hauteur, on peut vraiment se poser la question s'il artificialise ou non les sols. Aujourd'hui, on a des textes qui viennent un peu nomenclaturer les catégories de ce qui est de l'artificialisation et de ce qui ne l'est pas. Je vous les mets à titre d'information. Sans rentrer dans les détails, les catégories permettent de donner des indices, mais je pense qu'elles ne permettent pas encore de définitivement savoir dans quelle catégorie pourrait rentrer l'habitat léger. Surtout, je vous l'ai présenté, l'habitat léger peut avoir différentes formes, et selon sa forme, il peut y avoir un impact sur l'artificialisation ou non des sols. Sur l'artificialisation, finalement, moi je pense que l'habitat léger sera toujours bien plus intéressant qu'un lotissement de toute manière, et que même si la zone, l'espace qui serait occupé par l'habitat léger, vraiment en tant que tel, pourrait être considéré comme l'artificialisation des sols, en revanche, le terrain qu'il y aurait autour ne devrait pas l'être. S'il est resté, s'il demeure en milieu naturel. Parce que ce qui se passe, le problème avec, par exemple, quand on fait des pavillons, c'est qu'on va mettre des accès, on va mettre des aires de gravillon, et tout cela sera considéré comme étant des éléments artificialisés. Donc, surtout au regard de la dimension aussi de l'habitat léger, qui peut être aussi une réponse assez intéressante, non pas forcément de zéro artificialisation des sols, mais en tout cas d'une maîtrise de l'artificialisation des sols. C'est peut-être comme ça qu'il faut aussi présenter. Les STECAL peuvent poser des enjeux aussi sur l'artificialisation des sols, parce qu'on va aller sur des zones qui sont peut-être moins urbanisées, des éléments comme ça. Mais je pense que tout ça est à mesurer, est à mettre en balance, surtout si les STECAL ont pour but d'organiser une forme particulière d'habitat léger. En tout cas, c'était surtout pour apporter quelques éléments. Vous avez les diapos peut-être, parce que j'étais un peu vite, qui vous apportent des éléments sur l'objectif d'artificialisation nette des sols. Tout ça devrait être décliné dans les documents d'urbanisme. Comment va être intégré l'habitat léger à l'intérieur de tout cela? J'ai envie de dire, la question est ouverte. À mon avis, ça peut être autant une solution de mode
mais potentiellement une forme d'artificialisation, mais qui, à mon sens, sera très légère comparée à d'autres formes d'habitat qui peuvent se voir classiquement par rapport à cela. Donc, voici les éléments que je voulais vous présenter un peu sur l'habitat léger, le régime juridique. Là, je vous ai un peu mis les points à retenir. Les points essentiels, c'est que voilà, on a un encadrement juridique, donc on a des possibilités d'habitat léger, surtout depuis la loi de 2014, notamment pour l'habitat démontable permanent. On a des mesures favorables qui permettent l'implantation, mais attention, elles ne permettent pas n'importe quel type d'implantation, certainement pas une implantation isolée, toujours collective, toujours réfléchie de manière globale. Forcément, ça devrait passer systématiquement par la planification urbaine, toujours, quasiment, pour rentrer dans la légalité. Sinon, on va vraiment être dans l'exception de l'exception. Il va y avoir des possibilités, mais ça va être très, très compliqué d'un point de vue juridique de rentrer dans toutes les cases. Évidemment, la collectivité, il faut avoir son soutien, parce qu'elle ne ferait pas évoluer son document d'urbanisme sinon. Et je pense que ça devient intéressant aujourd'hui de se poser la question de l'habitat léger vis-à-vis de l'artificialisation des sols, d'avoir en tout cas une vision, et au-delà d'une vision, en tout cas une lecture et des propositions d'intégration de l'habitat léger à l'intérieur de ces objectifs-là par rapport à ça. Voilà, j'ai essayé d'être à la fois concis et complet, pas forcément facile comme exercice. Je suis à votre disposition pour des questions complémentaires. Puis on aura l'occasion, je pense, à la suite de la présentation qui suit, qui rentrera un peu plus dans le concret, potentiellement de revenir à des enjeux juridiques. Voilà, merci. Merci à vous. Du coup, Pascal Waldschmidt, vous avez une question. Du coup, existe-t-il déjà un ou des STECAL en Ardèche? Voilà, oui, parce que j'en ai pas entendu. J'en ai entendu parler, notamment dans le PLUI de Sources et Volcans, mais c'était des STECAL, c'était à mon avis du détournement du code de l'urbanisme, parce que c'était des STECAL pour faire de l'habitat de loisirs pour des agriculteurs. Donc, vraiment, je trouve ça absurde. Mais donc, en dehors de ça, je n'ai pas entendu parler de STECAL pour de l'habitat permanent. Il y a Laure Vigneron de la DDT Ardèche qui va pouvoir répondre, je pense. Laure Alors, de manière... Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, de manière générale, le STECAL est un outil qui est quand même utilisé de manière très fréquente dans nos documents d'urbanisme. Alors, c'est vrai que le code autorise plusieurs fonctions et pas seulement l'habitat léger. Donc, au départ, le STECAL a été beaucoup concentré, c'était un débat qu'il y avait eu en CDPNF sur le développement de constructions à vocation, on va dire, économique, c'est-à-dire qu'il soit un soutien au territoire sur, par exemple, une activité existante de restaurant ou d'accueil qui a besoin de s'étendre en milieu naturel. Donc, c'est l'essentiel. Pour le tourisme, voilà, et pour le tourisme de manière générale, de l'habitat, un STECAL ciblé habitat léger permanent, on n'en a pas effectivement validé pour l'instant. Validé sur Rocle. Ah, sur Rocle, ouais. Le projet s'est transformé. Malheureusement, sur Rocle, c'est bloqué. Pour le code de l'urbanisme, c'est vrai que le STECAL, je crois que c'est la première entrée, c'est toutes les constructions. Donc, il y a une logique d'ouverture assez large du champ d'application des STECAL. Mais c'est vrai que je pense d'un point de vue lecture juridique, si c'est à mon sens la nature du STECAL, s'il est à vocation de loisir, entre guillemets, il n'est pas interdit par principe, mais il aura peut-être, à mon avis, moins de facilité de passer que l'habitat, on va dire, permanent démontable. Mais en soi, il n'est pas forcément interdit. Après, c'est vraiment du cas par cas. Il y a une question qui demande en fait, de mieux comprendre ce qui s'est passé à Rocle. Donc, Laure, si tu veux. Non, c'est moi qui vais répondre. Ou sinon, Pascal. C'est moi qui vais répondre, parce que c'est sur ma communauté de communes. Il s'est passé simplement qu'il y a eu un changement de municipalité et que c'était la municipalité précédente qui avait souhaité ce STECAL et que la nouvelle municipalité ne veut pas en entendre parler. Donc voilà, sur le plan de l'urbanisme, il y a un STECAL, mais sur le terrain, il n'y a rien. Merci pour
Peut-être Mais précis. dans 3 ans, il y a des élections, ça changera peut-être. Stécal, il sera toujours là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et une main levée, je crois. Mais je crois que c'est Laure qui a dû garder sa main levée. Laure, est-ce que tu veux dire un mot ou pas? Non, 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 j'ai simplement oublié de baisser la main. Et pareil pour Robin Touilleux. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais savoir s'il y avait une définition de ce qu'on appelle, enfin, bon, j'ai entendu parler de maisons réversibles ou maisons compostables. Est-ce que ça rentre quelque part? Est-ce que on commence à en parler dans le milieu juridique? Alors, Merci. c'est un point intéressant, la réversibilité, parce que souvent, quand on parle d'habitat léger, on a derrière cette connotation de c'est démontable, c'est réversible. La limite, c'est que la réversibilité de la construction, elle n'est pas sanctionnée, en fait. Elle ne fait pas. Alors, il y a cette notion de démontable, c'est-à-dire qu'elle doit être démontable pour entrer dans les définitions juridiques, et donc potentiellement de profiter du régime juridique, par exemple, qu'on a présenté. Mais sur cette réversibilité, on n'a pas par exemple, si on a une autorisation, un STECAL et une autorisation de cette forme d'habitat, on n'a pas une autorisation qui va être limitée dans la durée. Et cette notion de réversibilité, elle est, je trouve, difficile à appréhender. Alors, est-ce que c'est peut-être plus au service de l'État ou aux acteurs de le dire, est-ce qu'il y a des PLU qui viennent parler de cette réversibilité dans les STECAL qu'ils créent? Franchement, moi, j'en ai pas encore eu connaissance, mais il n'y a que là où je vois qu'il pourrait y avoir quelque chose. Donc, de ce que vous dites, la réversibilité, elle est prise dans la notion de démontabilité. Et c'est là peut-être que ça peut rentrer dans les définitions. Soit si c'est du loisir, habitat léger de loisir, soit si c'est de l'habitat permanent, la définition de résidence démontable. Il y a une question de Jean Merci. qui demande pourquoi pas encore de validation de la DDT 07, mais je ne sais pas pour quel sujet. Du coup, Jean, si vous voulez peut-être formuler votre question pour les STECAL. Du coup, Laure, est-ce qu'il y a des STECAL qui ont été validés par la DDT, mais il vaut mieux que ce soit toi qui en parle. Ouais, ouais. Non, non, mais très clairement, dans le cadre de la procédure, et notamment après consultation de la CDP9, on valide très régulièrement la mise en place de STECAL dans des PLU. L'exemple de Rocle, effectivement, hein, on a validé le processus d'élaboration jusqu'à l'approbation, a validé ce développement qui s'inscrivait au départ dans une partie constructive de la carte communale. Et puis il y avait une réflexion quand même aussi, un projet un peu innovant. Donc, il n'y a pas de veto de principe, évidemment, de la part de la DDT. Par contre, effectivement, un STECAL ne peut être pensé, et en particulier sur de l'habitat léger, que face à un projet particulier. Et comme ça a été vraiment bien souligné par l'avocat qui a fait la présentation initialement, dans les cadres réglementaires qui s'imposent à l'urbanisme de manière assez générale. Du coup, il y a le temps qui passe et bon, Pascal Waldschmidt, si vous avez une dernière question, mais vraiment la toute Oui, dernière. moi, j'en avais déjà parlé avec Laure Vigneron, mais moi, je pense que vu le flou de l'article du Code de l'urbanisme sur les STECAL, ce serait bien qu'on crée en Ardèche un petit groupe de travail avec des élus, le CAUE, des urbanismes, la DDT, et qu'on établisse un peu une espèce de doctrine du voilà, comment on fait avec les STECAL en Ardèche, parce que ça va être une question de plus en plus chaude. Et pour l'instant, c'est un peu le flou, et ce serait mieux quand même qu'il y ait un cadre et qu'on définisse un peu qu'est-ce que ça veut dire, la limite de taille, la limite de capacité, le caractère exceptionnel, la gouvernance de ces STECAL, etc. En tout cas, on prend votre réflexion justement où
on aura des échanges sur le sujet de l'habitat léger lors de la prochaine rencontre du réseau des acteurs de l'urbanisme, donc, qui est la rencontre entre les techniciens des collectivités ardéchoises et les structures partenaires. Mais Laure, tu voulais peut-être répondre. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, on est dans une logique de projet et c'est vrai qu'établir quelque chose de l'ordre d'une charte ou d'un règlement sur le développement de ce type d'habitat, je pense que ça va être, c'est très compliqué selon les contextes, selon on est ou non en loi montagne. Enfin, je pense qu'il y a énormément de contraintes et finalement, c'est comment on gère un projet qui émerge. Et c'est difficile d'avoir, à mon avis, une grille d'interprétation et d'orientation d'un type de développement. Je pense que c'est vraiment une complexité à élaborer qu'on n'arrivera pas à maîtriser. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre notamment de la construction de PLU et qu'un PLU, c'est un dialogue dans un cadre réglementaire et c'est un projet politique du territoire. Donc, comme je vous le disais, on n'a pas du tout une position, on va dire, de verrouillage de principe, mais au regard de nos objectifs de préservation de l'intégrité des espaces agricoles et naturels, des problèmes aussi d'interaction en espace agricole avec l'activité agricole, on a beaucoup d'impératifs et d'enjeux à défendre qui font qu'un projet qui arrive, on le discute, mais sans forcément avoir un veto de principe au départ. Bon, je suis désolée, il va falloir accélérer sur le temps. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions, mais peut-être qu'on garde aussi des temps d'échange pour la fin. Donc, merci Florian Ferjou pour votre présentation. Et on va pouvoir passer donc à la deuxième intervention d'Angéline Brou de Hameau Léger. Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors j'ai la voix un peu cassée, j'espère que ça ira jusqu'au bout de la présentation. Donc voilà, je vais parcourir un peu ces enjeux de ruralité et d'habitat léger en mettant en exergue le concept de hameau léger que l'association porte. Donc moi je suis membre de l'association Hameau Léger depuis presque 2 ans maintenant, présidente et aussi accompagnante de collectivités sur des projets qui se lancent, donc des hameaux légers qui émergent. Alors, donc tout d'abord, rapidement, je vais vous parler de l'association, de remettre un peu en contexte, même si ça a été bien mis en avant par Maître Ferjou. Ensuite, parler du concept de hameau léger, donc en détail, de quoi on parle, de l'habitat léger, alors que nous, on appelle réversible, justement, parce que c'est vrai que la terminologie léger n'est pas toujours une connotation positive, voir un peu quels sont les intérêts pour la commune de favoriser l'implantation sur son territoire d'un hameau léger. Rapidement, réglementairement, je pense que voilà, ça va vraiment être rapide puisqu'on a déjà beaucoup parlé de ça. Ensuite, on va parler de l'accompagnement de l'association pour des projets de hameaux légers. Donc aujourd'hui, on accompagne différents publics et je vais revenir un peu en détail sur quelques projets qui sont en cours de construction aujourd'hui. Donc l'association Hameaux Légers a été, elle est à l'origine, elle vient de Rocle, donc c'est intéressant que vous parliez de tout ça. Donc c'est sur la base d'un projet que l'association s'est fondée. Ensuite, c'était en 2017, elle a été reprise en 2019 par une équipe qui ensuite a voulu vraiment déployer un peu l'action de l'association à un niveau plus national et vraiment enrichir le contenu et avoir valeur de pédagogie sur ces sujets. Donc aujourd'hui, on a 3 pôles sur lesquels on est actif. Donc on accompagne des projets de hameaux légers, que ce soit donc des élus ou des collectifs d'habitants qui souhaitent s'installer en hameau léger. On sensibilise et on relie, voilà, on a un pôle qui s'appelle Sensibiliser et relier, où il y a vraiment volonté de sensibiliser sur ces enjeux et permettre la mise en réseau localement des acteurs de ce type de projet. Et ensuite transmettre. Donc on a volonté de creuser un peu tous ces sujets, de voir ce qui peut être fait, comment faire un parcours d'installation. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on travaille et voilà, on est une association d'intérêt général, donc il y a aussi volonté de transmettre au plus grand public. Aujourd'hui, on a décidé de se positionner en Bretagne, même si l'association était à l'origine basée en Ardèche. Mais c'est vrai que c'est un territoire qui est très porteur. On a aussi
le partenariat d'un réseau qui s'appelle le réseau Brudette, que vous connaissez sûrement, qui permet vraiment voilà, la mise en réseau des élus et le partage de connaissances. Donc, c'est vraiment une belle avancée pour nous, ce partenariat. Et aujourd'hui, donc, la mission de l'association, c'est vraiment de permettre à chacun et chacune d'être propriétaire de son logement et d'habiter sur son territoire de manière écologique et solidaire. Donc, grâce au concept de l'association qui est le concept de hameau léger. Donc, je reviens rapidement sur les enjeux qu'on peut voir aujourd'hui, donc qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient locaux. On peut parler d'enjeux liés au foncier, au logement, à tous les enjeux environnementaux. Donc, voilà, c'est des choses qui nous animent beaucoup et sur lesquelles on s'est positionné et sur lesquelles on garde un œil très vif pour avancer et puis pour permettre l'émergence de nos projets. Donc, si je reprends la définition du hameau léger, donc on a créé une charte aujourd'hui qui reprend ces critères de définition et qui permet aussi de cadrer un peu les projets sur lesquels nous, on se positionne et les projets qu'on aide à développer. Donc aujourd'hui, le hameau léger, c'est un hameau tout d'abord. Donc c'est un petit groupe de maisons et d'habitats qui sont le plus souvent donc en continuité urbaine ou qui sont proches bourgs. Donc il y a une vraie volonté que ce soit des hameaux qui ne soient pas vraiment dissociés d'une commune. Donc on peut appeler voilà, des éco-hameaux, éco-quartiers, il y a différentes terminologies. C'est un projet qui est écologique, donc on a déjà parlé de toutes ces dimensions-là, donc il y a vraiment cet aspect-là de non-imperméabilisation des sols et d'un impact minime sur le sol. L'habitat léger, donc, qui est l'un des leviers qu'on utilise pour le projet de hameau léger, permet aussi de favoriser le choix de matériaux biosourcés locaux. Ensuite, c'est aussi des installations qui se font souvent à volonté de quête vers l'autonomie. Et bien sûr qui ont une volonté de protéger la biodiversité sur laquelle ils sont présents. C'est des projets aussi qui sont participatifs et inclusifs. Donc là, on parle vraiment d'habitat participatif avec cette définition de base. Donc les habitants sont à la maîtrise d'ouvrage, donc ils vont vraiment travailler à faire, ils vont travailler sur la conception et sur la construction et la gestion de leur lieu de vie. Donc il y a une vraie dimension collective et de responsabilisation sur ce projet d'habitat collectif. Ensuite, il y a une volonté de mutualisation. Donc, on est encore dans le cadre de l'habitat participatif. Donc, on a une mutualisation donc, des espaces, mais aussi ça peut être des services ou des outils. Donc, il y a une vraie volonté de partage. Ensuite, il y a une valeur très ancrée sur la gestion démocratique des projets et le soin de l'humain. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment dans le cadre de l'habitat participatif. Et c'est des projets qui se veulent inclusifs, donc qui sont ouverts et que ce soit sur tout type de population. Donc il y a une vraie volonté pour nous d'accueillir et d'accompagner des projets de ce type. C'est des projets qui sont accessibles financièrement. On parle donc d'habitat léger. Pour être propriétaire d'un habitat léger, aujourd'hui, c'est plus aisé qu'un habitat classique. On permet aussi la mutualisation d'espaces, d'outils ou de services qui permet de réduire les coûts sur l'ensemble du collectif. Et ensuite, on va proposer une location du terrain à un prix abordable. Je vais revenir sur ce point-là plus bas. Donc, on ne va pas être propriétaire du terrain, mais on va louer le terrain. C'est des projets, les hameaux légers, qui sont aussi en lien avec le territoire. Donc, nous, on a vraiment volonté d'accueillir des projets qui s'intègrent. Il y a un vrai travail qui est fait en amont avec les élus, avec les acteurs institutionnels pour que ce projet se mette en place. Et le collectif d'habitants qui va être sélectionné pour
pour s'installer sur ce terrain va vraiment avoir une volonté de s'insérer dans la vie de la commune, du territoire, donc que ce soit au travers d'activités économiques, associatives, ou encore que ce soit en étant en lien avec les habitants du territoire ou les acteurs institutionnels. Et enfin, donc, le hameau léger a volonté de proposer un levier qui est la dissociation de la propriété du sol et du bâti. Donc, les projets de hameau léger vont se lancer avec la location du terrain via des baux amphithéotiques. Donc, c'est des baux qui vont de 18 ans à 99 ans. Pour la plupart, sur les projets qu'on a lancés, c'est des baux qui vont de 80 à 99 ans. Donc là, il y a une vraie volonté de dissocier propriété du sol et de son habitat. Donc, on reste quand même propriétaire de son habitat, ce qui permet aussi une vraie valeur de sécurité pour chaque habitant. Et c'est vrai que le bail amphithéotique permet aussi c'est une quasi-propriété du terrain. Donc, il y a ce sentiment d'installation pérenne qui est clé pour ces projets. Et ensuite, donc voilà, on propose l'installation à hameau léger via le biais de l'habitat léger, l'habitat réversible, dont on est propriétaire. Donc là, il y a une vraie volonté pour nous de garder en tête que le sol est un bien commun et qu'on s'installe sans être propriétaire. Alors, l'habitat léger, je ne vais pas revenir trop en détail dessus, mais il faut garder en tête que voilà, on parle d'habitat réversible avec des fondations réversibles, démontables. Donc, il y a une possibilité de se déplacer, de démonter son habitat. Nous, on a mis en avant 4 catégories d'habitat léger. Donc voilà, il y a différents types, que ce soit mobile. Donc là, on a la tiny house qui est la plus reconnue aujourd'hui en France. L'habitat léger transportable, donc que ce soit container, mobil-home. L'habitat léger démontable. Donc là, on a le plus souvent la yourte, qui est aujourd'hui l'habitat léger le plus commun en France. Et ensuite, l'habitat léger compostable. On a notamment les maisons en terre paille qui sont assez reconnues aujourd'hui en France. Donc, c'est des habitats légers qui ont vocation d'être écologiques. On l'a mentionné en amont, économique, donc parce qu'on part vraiment sur un coût d'habitat qui est réduit. Il n'y a pas de terrassement. C'est des surfaces qui sont minimisées par rapport à un habitat classique. On peut aussi envisager de l'autoconstruction. Donc, ça peut vraiment aussi réduire les coûts. Nous, on a l'habitude de mentionner que le coût d'un habitat léger va de 10 000 à 80 000 euros. Donc, ça dépend vraiment comment on veut se positionner. Ensuite, c'est donc un levier pour dissocier la propriété du foncier et celle du bâti. Donc, comme je disais, on a un autre rapport à la terre et à l'habitat. Et enfin, aujourd'hui, avec la diversité et toutes les constructions qui sont proposées dans ce type d'habitat, il y a une vraie réponse aux critères qui sont pour chacun de confort, d'esthétique, de performance thermique, notamment la maison en terre paille. Donc, il y a vraiment une diversité qui permet de répondre à toutes les attentes recherchées aujourd'hui pour chacun et chacune. Ici, je vous ai inclus quelques images. Donc, en haut à droite, on voit que c'est une maison démontable en bois, qui est la première maison installée sur un projet de hameau léger en cours. Et ensuite, on a d'autres typologies en haut à gauche, donc une maison en terre paille. Au milieu, en haut, on a une tiny house. Ensuite, en bas, on a une yourte, une roulotte. Et en bas à droite, c'est une maison qui vient des Pays-Bas, qui est faite en carton. Voilà, donc c'est vraiment une diversité. Donc là, j'en ai inclus 6, mais vraiment, il y en a beaucoup plus qui peuvent répondre à tous les goûts et aussi à tous les enjeux architecturaux ou patrimoniaux du territoire qui les accueille. Donc, quel intérêt pour la commune? Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de la part des collectivités pour lancer des projets de hameaux légers. Et on a essayé de compiler un peu ce qui
ce qui animait les élus aujourd'hui. Donc, on entend beaucoup de choses, mais notamment, la priorité, voilà, c'est de diversifier l'offre de logement. On nous parle souvent du lotissement classique sur lequel ils veulent se positionner. Enfin, voilà, ils veulent une contre-proposition. Ça permet aussi d'accueillir des nouveaux habitants, nouveaux types d'habitants, des personnes qui sont vraiment engagées sur le territoire, qui peuvent aussi amener une richesse en termes d'activité, qu'elle soit artisanale, associative ou économique. Donc, il y a vraiment cette volonté-là aussi. Donc, ce qui permet ensuite donc, de dynamiser le territoire. Donc, on parlait de l'aspect environnemental aussi et l'aspect aussi qui est clé à mentionner, donc c'est qu'on a une vraie volonté de limiter la spéculation foncière en faisant en sorte que via le bail emphytéotique, la collectivité reste propriétaire de son terrain. Donc elle le loue sur du long terme, mais elle reste propriétaire de son terrain. Voilà, alors donc là, le cadre réglementaire, on en a déjà parlé. Nous, on se positionne en tant qu'association vraiment sur cette typologie, cette catégorie juridique des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur, donc, comme Maître Ferjou le mentionnait. Et en effet, on a des autorisations d'urbanisme qui diffèrent en fonction des zones constructibles ou non constructibles. Je vous ai mis en bleu voilà, le cas spécifique lié au hameau léger. Puisque là, on envisage différentes résidences démontables sur le même terrain. Donc, on arrive à une surface de plancher qui est souvent bien supérieure totale de 40 mètres carrés. Donc, on a la possibilité de s'installer en permis d'aménager, ce qui est en effet beaucoup plus confortable qu'un permis de construire. Aujourd'hui, donc, si on creuse un peu la notion d'accompagnement que l'association propose, en tant qu'association, on a une vraie volonté de faire le lien entre différents publics, donc que ce soit les citoyens et les élus. On a des citoyens ou des élus qui veulent lancer cette dynamique de hameau léger. Et en tant qu'association, on va faire des propositions à la suite d'échanges, que ce soit des ateliers citoyens ou des ateliers élus, pour ensuite que le conseil municipal, les élus puissent avancer et entériner les décisions en fonction des propositions que nous, on leur a faites. Il y a un vrai jeu d'acteurs qui est clé et aussi on a volonté d'impliquer certains acteurs vraiment en amont, que ce soit le CAUE ou la DDT ou des architectes des bâtiments de France pour vraiment s'assurer qu'on avance ensemble sur ce type de projet. En termes d'accompagnement, donc on a différentes étapes qu'on propose. Donc là, c'est vraiment pour se rendre compte un peu de ce qu'est un projet de hameau léger et comment nous, on essaie d'anticiper sa réussite. Donc, tout d'abord, on va partir sur une étude de cadrage. Donc, on va voir un petit peu ce qui peut être fait avec la collectivité en tant qu'accompagnement. Ensuite, on va parler d'études de faisabilité. Donc, je vais revenir un peu dessus en détail après parce que c'est une étape clé. Donc là, vraiment, la volonté, c'est de faire en sorte que ce soit possible de proposer un projet de hameau léger sur le territoire et sur le terrain qui a été sélectionné. Il y a une dimension de démarche réglementaire, donc on en a parlé. Il y a parfois le besoin de faire un réalignement sur les documents d'urbanisme en vigueur sur le territoire. Ensuite, une autre étape clé, ça va être l'appel à projet. Donc, une fois qu'on a notre terrain, on a un peu saisi quels étaient les enjeux de ce terrain et comment on pouvait avancer avec ce projet. On va faire un appel à projet pour sélectionner un collectif d'habitants qui va venir s'installer sur le projet. Donc, en dimensionnant, voilà, est-ce qu'on parle de 6, 10, 12 habitats sur lesquels on va permettre l'installation, quels sont les enjeux de la commune, des choses sur lesquelles on a travaillé en amont et on va essayer de guider un peu cet appel à projet dans cette optique. Et ensuite, la dernière étape, qui est une étape clé, qui peut durer jusqu'à 1 an, on va faire en tant qu'association un suivi du collectif sélectionné. Donc, on va les accompagner sur différentes dimensions. Je vais revenir un peu dessus aussi après, sur du long terme, pour s'assurer que le projet reste pérenne. Donc voilà, un petit zoom sur l'étude de faisabilité. Donc là, on travaille sur l'étude des solutions techniques et humaines pour voir ce qui est possible, dans quel cadre, sous quelles conditions. Donc que ce soit les aspects réglementaires, on en parlait, juridiques,
les aspects financiers pour le collectif, aussi pour la collectivité qui va peut-être vouloir à certains aspects proposer un financement, peut-être des travaux de viabilisation. C'est des choses qu'on a pu voir. La dimension architecturale, donc dans quel territoire on est, quels sont les enjeux, comment on va pouvoir travailler avec les acteurs comme l'ABF par exemple, et quels types d'habitats vont être proposés dans ce projet. Ensuite, bien sûr, les enjeux environnementaux, donc en fonction de la zone sur laquelle on a établi le projet, et puis les enjeux relationnels. Donc là, c'est vraiment clé aussi, c'est anticiper ce qui peut bloquer en termes de voisinage ou en fonction, enfin, considérant voilà, les habitants actuels de la commune. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille vraiment pour faciliter le développement du projet. Donc on a différentes étapes pour étudier tous ces aspects. Donc on fait des entretiens avec différents acteurs qui sont présents sur le territoire. On va essayer de voir un peu quels sont les coûts, les possibilités de montage juridique financier. On va évaluer les risques et puis ensuite on va proposer des scénarios qui vont pouvoir être ajustés par des discussions avec les élus, et on va proposer un document cadre qui va faire avancer le projet. J'avance un peu vite parce que je vois l'heure qui passe. Donc oui, rapidement, un petit zoom sur l'accompagnement du collectif d'habitants. Donc une fois qu'on a sélectionné un collectif, on va les aider sur différentes dimensions qui sont toutes autant importantes. Donc l'accompagnement humain. On a une association qui travaille en gouvernance partagée. On a 3 ans d'expérience sur ces sujets, et on sait qu'il y a une vraie attention à porter sur l'humain pour des projets de long terme collectifs. Donc, on travaille beaucoup sur ça en amont. Ensuite, toute la partie relation au territoire. Donc, comment s'intégrer sur un territoire, comment échanger avec un élu, comment ça fonctionne, quoi. C'est vraiment essayer d'avoir ces deux publics qui se rencontrent et qui travaillent ensemble sur ce projet. Ensuite, toute la partie architecture, autonomie, donc quelles sont les volontés du groupe et comment ils peuvent avancer, et puis la partie juridique et financement qui sont clés aussi. On a des collectifs qui sont plus ou moins autonomes ensuite, mais voilà, c'est les axes sur lesquels on les accompagne. Aujourd'hui, donc, on a des projets de hameaux légers qui émergent. On en a 9. Que je ne dise pas de bêtises, oui, on en a 9, ça évolue parfois. On en a beaucoup basés en Bretagne. Comme je vous l'ai dit, on a décidé de se positionner sur la Bretagne, mais on a d'autres projets qui sont en cours. Et je vais revenir un peu sur certains. Donc là, le statut des projets d'accompagnement, donc par exemple la commune de Plessé, qui est basée en Loire-Atlantique, c'est la commune la plus avancée. Il y a 2 jours, on a eu le jury de sélection du collectif d'habitants qui va se positionner, qui va s'installer sur le terrain. Donc, et ensuite, on a la commune de Comana, qui est dans le Finistère, qui suit, et puis d'autres communes. Et on a aussi un parc naturel régional avec lequel on travaille. Donc, si je reviens un peu sur des exemples de terrain, donc la commune de Plessé, c'est vraiment un projet que vous avez peut-être vu, il y a eu pas mal de communication sur ce projet. Donc, on est sur un terrain communal constructible de 7000 m². La collectivité est vraiment très engagée en termes de transition écologique. Ils ont vraiment volonté de promouvoir d'autres manières d'habiter. Et voilà, ils ont sauté sur l'occasion de faire un hameau léger. Ils sont très porteurs de ce type de projet. Et aujourd'hui, donc, ils ont volonté d'aménager le terrain et les espaces communs pour le collectif, ce qui fait qu'en termes de bail amphithéotique et de loyer mensuel qui va être appliqué, il va être un peu plus cher que la plupart des projets. Donc, on arrive à 150 € par foyer par mois en termes de loyer. Donc voilà, ça c'est une particularité. On a 12 habitats qui sont considérés sur ce terrain. Et comme je vous le disais, donc là, le collectif a été sélectionné il y a 2 jours. Ici, on peut voir où se positionne le terrain. Donc, on est vraiment proche bourg, avec une zone naturelle qui se lie sur la droite. Ensuite, on a la commune de Comana,
Donc ça, c'est un projet qui est clé pour nous. Donc on est dans le Finistère, une commune de 1000 habitants qui a vraiment vu sa population baisser et qui a volonté d'innover aussi, de proposer une autre offre et de s'axer vraiment sur le social et l'écologique. Et avec ce projet, donc on voit qu'on a un loyer mensuel qui est un peu plus faible, le terrain est aménagé mais sans espace commun. Et avec ce projet, donc, on a répondu à un AMI l'AMI PIA 4 et on a été lauréat, donc l'AMI PIA 4 démonstrateur de la ville durable. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet clé pour nous qui va nous permettre idéalement de répliquer ce type de projet avec un financement conséquent et aussi une volonté en collaboration avec le CEREMA de faire de la réplicabilité, donc faire vraiment toute une partie d'évaluation et par exemple d'études, comme des études d'impact du sol. Donc ici, on peut voir l'aménagement qui est envisagé sur ce terrain. On est aussi proche d'un lotissement, donc voilà, on n'est pas excentré en termes d'installation. Et ici, on envisage 6 emplacements. La commune de Saint-Césaire, alors ça c'est une commune qui est dans les Alpes-Maritimes, 4000 habitants, donc on a un peu plus d'habitants. L'aspect clé qu'il faut mentionner ici, c'est que c'est une commune qui a volonté de proposer sur un terrain un hameau léger, du logement social et une offre touristique. Donc là, on est en définition un peu du projet dans sa globalité, mais il y a la volonté de proposer une offre hybride d'installation. Donc, c'est vraiment intéressant et aussi avec cette dimension de logement social qui, nous, en tant qu'association, nous parle beaucoup. Le parc naturel régional des Causses du Quercy, donc ça, c'est un projet qui est en place depuis 1 an. On a été contacté depuis quelques temps maintenant. On a fait 2 premiers ateliers de sensibilisation et des ateliers réglementaires avec les élus en présentiel, où on a essayé de creuser un peu ces sujets de l'habitat réversible et de voir ce qui pouvait émerger, notamment sur une communauté de communes. Aujourd'hui, la phase sur laquelle on est avec le PNR des Causses du Quercy, c'est un appel à candidature pour la sélection d'une commune. Donc le PNR a trouvé des subventions auprès du département et de la région et va permettre l'accompagnement, enfin le financement de l'accompagnement par notre association. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une typologie un peu différente pour nous, mais qu'on a vraiment volonté de voir évoluer parce que voilà, les PNR sont vraiment on le voit aujourd'hui ici, c'est vraiment des acteurs qui sont centraux pour nous et on a eu pas mal d'échanges. La commune de Trémargat, donc toujours en Bretagne. Donc ça, c'est une commune qui est très engagée écologiquement. Il y a un projet qui se mettait pas, voilà, qui fonctionnait pas depuis longtemps et donc le hameau léger était un peu la solution pour eux après 30 ans d'échecs renouvelés. Moi, je passe rapidement sur ça. Ça, c'est un projet qui est intéressant aussi, le hameau du Placy, donc qui est basé dans les Côtes d'Armor, encore en Bretagne. Alors là, il y a eu une volonté commune de la part c'est vraiment une rencontre lors d'un atelier de sensibilisation auprès d'élus entre un collectif d'habitants et un maire et des élus. Et donc, la volonté des élus, c'était de proposer une installation sur un terrain disponible. Donc là, on a une petite commune, on a 380 habitants. Et la volonté, c'était de leur proposer un terrain pour s'installer avec la condition qu'ils reprennent le café-bar épicerie locale, donc qui vient de réouvrir là récemment, et qui est un lieu qui est là depuis de nombreuses années et qui n'arrivait pas à être repris. Donc ça a été la condition et aujourd'hui, alors on a 2 maisons qui sont installées, les 2 prochaines avant l'été, donc ça va se faire rapidement. Voilà, il y a une vraie rencontre entre collectifs et élus. Et on a aussi le projet dans le Nord, donc c'est un collectif d'habitants qu'on accompagne. Donc eux, ils ont une spécificité, c'est qu'ils s'inscrivent dans une zone non constructible. Donc ils sont en train de lancer une procédure STECAL et de faire évoluer les documents d'urbanisme. C'est un projet qui est soutenu par le
PNR sur lequel ils sont installés, le PNR de l'Avesnois, donc qui facilite beaucoup leur démarche et leur avancée. Et voilà, j'ai fait assez rapidement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui... Merci. En fait, il y a pas forcément eu beaucoup de questions. On avait une par rapport à Bruded pour rappeler le nom de l'association. Mais donc, c'est maintenant si les personnes veulent poser leurs questions sur tous ces projets en cours ou sur l'association Hameau Léger. Vous pouvez lever la main si vous voulez avec le petit icône en bas. A priori, pas de questions. Et en tout cas, sur ces assis à Laure Vigneron, parce que moi, il y avait peut-être une question, mais vas-y, Laure, et puis après, il y a Robin Touilleux. Ça y est, ça arrive. Vas-y, Laure. Oui, non, mais moi, c'est plus une remarque qu'une question. Là, on voit dans les exemples qui ont été montrés, je note que l'essentiel, ce sont des terrains constructibles, donc une planification qui s'est faite et qui s'urbanise sous cette forme-là. Et ça, c'est quelque chose, nous, le mode constructif ne nous pose pas de problème en soi. Au contraire, même par rapport aux valeurs et aux enjeux qu'on porte maintenant, c'est vraiment pas la question. C'est vraiment la question de la localisation. J'ai vu aussi qu'il y avait un projet qui s'implantait sur une friche. Et puis, je note aussi que les densités, parce qu'on a cet impératif donc, de consommation de l'espace à maîtriser, il est clair que ce n'est pas parce qu'on est sur une notion d'habitat démontable qu'on est dédouané de cette responsabilité d'une certaine densité. Ce que je voulais aussi dire, c'est l'enjeu qui me paraît vraiment important, et donc d'où les réticences qu'on exprime assez souvent sur la notion de STECAL. La question, c'est aussi, on est sur du développement urbain et comment on fait territoire. Et c'est vrai qu'un développement en mitage sur des espaces agricoles ou naturels nous pose vraiment question parce qu'il y a cette dimension sociale du développement du territoire qui nous échappe pas. Et donc voilà, c'était surtout pour dire que finalement, dans ce qui a été présenté là sur les projets qui se concrétisent, il y a énormément de curseurs au vert sur lesquels on n'a jamais eu à se prononcer sur ce type de projet en s'opposant. On n'a pas eu à se prononcer sur ce type de projet. Et c'est vraiment cette notion de terrain constructif. Donc on est bien dans un projet de planification. Et effectivement, la forme d'urbanisme, je dirais même, elle est plus vertueuse que ce qu'on produit habituellement sur des zones AU usuelles dans nos documents d'urbanisme. Oui, si je peux réagir rapidement. Nous, en tant qu'association, on a eu volonté de s'insérer sur cette dynamique d'installation en zone constructible pour faire avancer le concept de hameau léger, parce qu'on est bien conscient que si on a une dimension de STECAL, les procédures sont plus longues et ne sont pas assurées. Donc, c'est vraiment une volonté, un positionnement de la part de l'association. On a néanmoins donc, un collectif aujourd'hui dans le Nord qui s'installe en STECAL, donc comme je le disais, dans le PNR de l'Avesnois. Et vous en parliez tout à l'heure, donc concernant les STECAL, nous, on a quelques exemples, donc on pourra vous les faire parvenir. J'ai plus en tête exactement où, mais en tout cas, on pourra vous faire parvenir ces infos. Et quelle est la durée entre le début de votre intervention et après sur les opérations les plus abouties? Du coup, c'est quel délai Oui, il faut compter 2 ans. Ouais. Il faut compter 2 ans. C'est pour ça aussi qu'on avait voulu vraiment enclencher ces projets avant justement le changement d'équipe municipale qu'on a déjà vécu. Donc voilà, il y a eu cette volonté de se lancer et donc de se lancer sur des projets qui sont installés en zone constructible en priorité. Mais on n'est pas contre l'installation en STECAL. Voilà, c'est vraiment juste un positionnement pour le moment. D'accord. Il y a une autre question sur le financement de l'association. L'association, elle est financée donc par l'accompagnement des collectivités, mais pas que. L'accompagnement d'une collectivité aujourd'hui, pour être complètement transparente, on arrive à 25 000, 30 000 euros. Et on a aussi des subventions, on répond à pas mal d'appels à projets, notamment Fondation de France, ou voilà, des acteurs comme ça, comme France Active aussi. Et il y a Robin Touilleux qui avait levé la main aussi. Oui, je voulais savoir si vous aviez entendu parler du projet, il me semble que c'est dans le Calvados. Je cherchais le nom et je crois que c'est l'Épicentre du Calvados.
où ils ont eu l'autorisation de s'installer dans une ancienne pépinière d'arbres. Donc c'est en zone, alors je ne sais plus si c'est en zone agricole ou naturelle maintenant, mais ils ont, par dérogation préfectorale ou autorisation, ils ont pu s'installer comme ça. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça et comment ça peut s'intégrer dans vos stratégies? Oui, non, alors je connais pas du tout ce projet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets que nous, on n'accompagne pas, qui sont dans cette dimension un peu de hameau léger. Donc voilà, nous, on propose l'installation en bail amphithéotique, qui est un peu la spécificité, mais il y a d'autres projets dans la même dynamique, ouais. Mais je veux bien recevoir l'info, Eh si bien, vous en avez plus. si on a vos contacts, je peux vous envoyer un article qui en parle. Vous l'avez, je crois, devant votre écran, il me Oui, semble. oui. Je l'ai Oh pas oui, enlevé. Voilà, effectivement. parfait. Je peux même peut-être même trouver le lien et le partager sur le chat. Merci. Si j'arrive. De toute façon, les deux présentations pourront être mises sur les sites internet respectifs, hein, du PNR des Monts d'Ardèche et du CAU de l'Ardèche dans quelques jours, voire une semaine. Donc, n'hésitez pas à revenir pour voir ces présentations dans quelques temps. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Oui, Hélène, je veux bien prendre la parole. Vas-y. Je me questionnais aussi, Angéline, sur vos possibilités d'accompagner les intercommunalités sur leur réflexion de prise en compte de l'habitat léger dans les documents d'urbanisme. Je pense à ça parce que c'est pas forcément évident à l'échelle d'un territoire et de la diversité des communes de se mettre d'accord sur l'intérêt de l'habitat léger, de quelle est sa vocation, comment le faire émerger. Donc, au-delà de la constitution de hameaux légers, plutôt la question de l'intégration de l'habitat léger dans les documents d'urbanisme pour ensuite effectivement pouvoir faciliter la mise en œuvre l'autorisation de construire sous des formes d'habitat un peu originales quand elles sont demandées même en zone constructible. C'est bien ce qu'a souligné l'avocat en première partie. C'était important que cette forme de construction puisse être intégrée dans les documents. Et ce n'est pas forcément évident à l'échelle intercommunale de faire accepter cette dimension par toutes les communes. Et du coup, il avait été suggéré sur ces volcans que notre village fasse cette demande à l'intercommunalité, mais non pas au regard de l'argumentation de qu'est-ce qu'est de la place de l'habitat léger, mais aussi de comment il va s'inscrire au service de projets agricoles, d'accession à la propriété progressive, etc. Et du coup, c'est une réflexion plus large sur les questions de comment on habite et comment on se loge, avec l'habitat léger comme une des pistes envisagées pour faciliter l'accession à la propriété et l'accès au logement, en fait, tout simplement, propriété ou non. Oui, bah, nous, c'est vrai qu'on peut proposer de l'accompagnement sur des acteurs comme des comités de communes, mais on l'a fait en termes d'ateliers de sensibilisation et sur des aspects plus réglementaires. Donc, il y a possibilité. On a aussi du contenu qui est à disposition qu'on peut vous partager sur des OAP qui ont été mises en place ou des choses comme ça, des PLU ou PLUI qui ont été retravaillés. Donc, mais oui, en soi, on peut aider et accompagner. C'est vrai qu'après, c'est une question de, de disponibilité. Aujourd'hui, on a 5 équivalents temps plein au sein de l'association et le reste, c'est vraiment que des bénévoles. Donc, voilà, mais on prend toujours en considération les demandes et on évalue et on décide en interne ce qui est possible. D'accord, donc ça peut être même sur un premier niveau, c'est-à-dire l'établissement d'un plan de réflexion sur qu'est-ce qui seraient les étapes pour nous à franchir et les rendez-vous à donner aux différents acteurs qui accompagnent sur les formes de l'habitat. Oui, bah, c'est ce qu'on a fait avec le PNR des causes du Quercy. Et là aussi, on va être avec le département du Puy-de-Dôme, on va être actif. Alors moi, je ne suis pas sur ces projets, sur ce dernier projet, mais
voilà, il y a une volonté de sensibilisation et de faire un peu avancer la réflexion. Ok, merci. Il y a des questions sur le chat. Du coup, il y avait une première, Oui. y a-t-il une taille réglementaire des habitats légers? Des habitats légers ou des hameaux légers? Des Oui. habitats légers, non. Mais du coup, je me questionne si ça parle plutôt de hameaux légers ou de habitats légers. Bah, du coup, si la personne, Paul Savatier, si vous voulez. Sinon, il y avait une autre question par rapport aux futurs habitants, si Ouais. ils peuvent être éligibles donc, aux allocations sur les loyers. Alors ça, c'est une bonne question. C'est justement des sujets sur lesquels on est en train de creuser. On est un peu en phase aussi de recherche et développement sur certains aspects. Voilà, il y a des spécificités liées à la taxe d'aménagement, par exemple. Donc, j'ai pas la réponse sur ce sujet. D'accord. Et du coup, Preneuse d'exemple d'OAP, oui. Ok. Des habitats légers, non, il n'y a pas de taille réglementaire. Après la tiny house, il me semble qu'il y a des dimensions spécifiques. Dans la technicité de l'habitat léger, je pense que je préfère vous, vous aiguiller pour voilà, rechercher peut-être de votre côté, mais je sais que l'habitat léger, la tiny house, oui, a des dimensionnements spécifiques et une hauteur spécifique et un poids spécifique. Ensuite, en fonction des autres, non, je ne pense pas qu'il y ait de taille réglementaire. Oui, parce qu'il n'y a pas une question par rapport à la circulation aussi, du coup, du code de la route aussi à respecter. Oui, voilà, la tiny house, c'est un peu spécifique. Ouais, elle entre dans différents codes. Ouais. C'est ça, il me semble qu'il y a cette question-là. Il faut bien vérifier à quel code l'habitat se réfère. Voilà, là, du coup, il y a plusieurs. La fiabilisation des terrains par les collectivités était la même en termes de tarifs notamment que pour un habitat collectif lotissement classique. J'aurais tendance à dire oui, mais je n'ai pas. Moi, je dirais que oui. Enfin, c'est le même fonctionnement, donc oui, à confirmer. Et Après, ça peut dépendre des choix aussi de la collectivité, parce qu'on a vu que pour les habitats démontables, ils n'ont pas juridiquement l'obligation d'être Ah raccordés oui, à des réseaux. Donc en soi, on peut se dire qu'il y aurait peut-être des économies qui peuvent être faites là-dessus. Après, est-ce que la collectivité a quand même envie de raccorder à l'eau, par exemple, pour un souci sanitaire, parce que surtout si c'est un hameau, ça peut être aussi son choix par rapport à ça. Mais potentiellement des économies si le hameau a des habitats qui sont par exemple complètement autonomes en termes d'électricité, potentiellement. oui, oui, ça dépend vraiment du positionnement. Après, c'est sûr. En effet. Et après, oui, c'est vrai que sur les OAP, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup. Donc, peut-être que, en tout cas, oui, peut-être qu'il y en a dans les futurs PLUI, peut-être il y a certaines OAP qui vont sortir mais là, on est plutôt sur en Ardèche, c'est vrai qu'on est plutôt sur des projets de STECAL et pas forcément sur de l'habitat permanent, en effet. Oui, oui, c'est un peu spécifique. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'association, on se positionne sur l'installation collective. Voilà, donc ça dépend vraiment du territoire. Du coup, vous, il n'y a jamais pour l'instant, vous n'êtes pas justement, vous ne retrouvez pas sur des zones à urbaniser avec une OAP qui est dessus et qu'il faut respecter sur les Alors là, c'est le cas pour le collectif dans le Nord. Donc, eux, ils sont sur une zone naturelle. Donc, ils vont devoir faire évoluer. Mais après, oui, c'est ouais. Après, sur les autres projets, non, on n'a pas de. Si, il y a un projet qui commence, le projet de Guipel, sur lequel il va falloir faire une évolution du document d'urbanisme. Mais voilà, je n'ai pas tous les détails non plus de tous ces projets. En tout cas, oui, ce serait intéressant de chercher un peu. Après, c'est surtout les secteurs Bretagne, Ardèche, Drôme où il y a des projets comme ceux-là. Après, il peut y avoir aussi dans les Pyrénées, je pense. Oui, en Ariège, on est en contact aussi avec des collectifs qui ont lancé des projets qu'on n'accompagne pas, mais qui sont dans la même veine, oui.
Oui, il y a vraiment des territoires porteurs, c'est sûr. Après, du côté de l'Alsace aussi, il y a beaucoup de sensibilisation et de choses qui se développent dans cette dynamique aussi. Donc, c'est peut-être là aussi, si on intègre cette réflexion de l'habitat léger, enfin, dans le cadre du réseau des acteurs de l'urbanisme d'Ardèche, peut-être qu'on peut réfléchir aussi à essayer de trouver des exemples justement d'OAP et de voir comment ça a été, comment c'est passé au stade opérationnel après, et pouvoir le faire diffuser justement après sur le territoire si on trouve des exemples. Bah, merci beaucoup donc aux deux intervenants, donc Florian Ferjou et Angéline Brou. En tout cas, on a eu des bons échanges en effet sur ce sujet un peu délicat, mais qui a peut-être des perspectives, comme disait notamment Florian. Donc, on verra ce que l'avenir réserve à ce type d'habitat. Et donc, merci aussi à tous les participants. Juste donc avant de conclure définitivement, avant que vous partiez, vous dire que là, pour le premier semestre, on a fini donc le programme de formation. On projette donc plusieurs autres thématiques pour à partir de septembre donc 2022, notamment avec une visite sur plusieurs quartiers pour essayer de visiter des opérations exemplaires de quartiers. Ensuite, il y aurait une session en webinaire sur la gestion des eaux pluviales. Et ensuite, pour finir l'année, il y aura une session sur la thématique de l'agriculture et de l'urbanisme. Donc, on vous enverra un programme avec les périodes donc, de ces sessions-là. Et donc, n'hésitez pas aussi à regarder sur nos sites internet pour récupérer aussi les programmes si vous ne faites pas partie des listings mail. Et en tout cas, merci à tous, à toutes pour votre participation.